Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui me donne l'occasion de recevoir Vincent Guerre. Vincent Guerre, bonjour. Bonjour. Vincent Guerre, vous êtes antiquaire, mais vous n'êtes pas seulement antiquaire, vous êtes aussi miroitier. Et à ce titre, vous avez présidé, effectué la restauration des glaces de la galerie du même nom, à Versailles. C'est une activité qui vous a occupé pendant assez longtemps. C'est à séquence, cet épisode. C'est-à-dire que la restauration de la galerie a été programmée sur plus de 4 ans, ne pouvant être fermée pour des raisons d'accueil du public. Ça a été séparé en deux. On a d'abord fait le nord et puis ensuite le sud. Et ça a donc été sur des épisodes qui ont duré 4 ans en tout. Alors, vous allez nous dire dans quel état vous avez trouvé les glaces de la Galerie des Glaces et de quelle manière vous avez pu les restaurer. Mais avant, retour en arrière sur votre propre profession. Je le dis, vous n'êtes pas que miroitier, vous êtes même miroitier après avoir été ou tout en continuant à être antiquaire et antiquaire de père en fils. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir vécu et être né dans une maison où les objets d'art, la restauration des objets d'art avait une importance quotidienne, puisqu'on avait, en plus de la boutique d'antiquité de mes parents, il y avait 2 ateliers, un encadrement et un de restauration de bois doré, dans lesquels j'ai baigné depuis tout petit, qui m'ont sans aucun doute donné le goût et l'appétence pour les choses de la main, aussi bien que les choses esthétiques. Et ça se passait dans quelle région ? À Avignon, donc qui est une ville d'art aussi, donc dans le sud. Est-ce qu'il y a justement dans la géographie des antiquaires, avec plus d'un certain type d'objet dans certaines régions ou Alors il y avait, je dirais, 2 choses. Il y avait une géographie de communication, c'est-à-dire qu'on était sur les voies de communication. Vous étiez sur la descente entre Paris et la Côte d'Azur. À l'époque, il y a 40 ans, c'était un axe privilégié. Les antiquaires parisiens descendaient pour leurs vacances ou pour aller voir leurs clients sur la Côte d'Azur en voiture et faisaient toute la vallée du Rhône. Donc des villes comme Avignon étaient un lieu de passage où s'arrêtaient beaucoup ses confrères et qui visitaient régulièrement mon père. Et la ville d'Avignon, dans laquelle il y avait effectivement beaucoup d'antiquaires, c'est terminé, il y en a plus. Comme dans beaucoup de villes de province, c'est une profession qui a tendance à vraiment disparaître. Et il y avait donc des axes et puis il y avait des régions. On avait effectivement la Côte d'Azur, la région de Bordeaux, Lyon, éventuellement Strasbourg, étaient des villes dans lesquelles on trouvait une concentration d'antiquaires. C'est une chose qui est maintenant très difficile à rencontrer. mais concentration d'antiquaires parce que concentration de richesse ? Concentration de richesse et d'histoire dans certaines villes et régions. Et puis après des compétences aussi, on pouvait s'installer dans une ville parce qu'il y avait déjà un antiquaire très compétent qui attirait du monde. Il y avait certaines villes où il y a des foires qui se sont installées, des foires d'antiquaires ou des foires de brocante qui ont généré aussi une effervescence. Et voilà, toutes ces choses mêlées faisaient que il y avait des pôles, des villes dans lesquelles il y avait vraiment plusieurs portes à pousser et ça valait le coup qu'on s'arrête. C'était vraiment des étapes importantes. J'ai pas cité Beaune, par exemple, un peu plus au nord, qui a toujours été une étape importante. Et tout ça a tendance à disparaître, comme toutes ces villes de province où les boutiques de centre-ville se meurent et mais c'est seulement parce que le centre-ville est, si je puis dire, dépeuplé, enfin plus exactement, et réduit par la multiplication des grandes surfaces, des commerces dans les périphéries, etc. Alors je pense que pour l'Antiquité, c'est pas de la grande consommation, donc c'est quand même un petit peu différent, mais il est certain qu'il y a une appétence qui disparaît pour les choses anciennes.
Je dirais que quand maintenant, moi je regarde mes amis, mes jeunes ou un petit peu moins jeunes, ils consomment de l'objet d'art, en fait de l'objet de décoration. C'est pas vraiment on a plus cette espèce d'intérêt pour la chose ancienne, de compétences et de culture qui fait que vous aimiez aller chiner, vous arrêtez chez les antiquaires. Avant, on parlait toujours d'un antiquaire de famille, ça n'existe plus. Et puis il y a eu une énorme compétition avec les salles des ventes, salles des ventes françaises et salles des ventes internationales, et c'est un marché qui a pris le dessus sur le marché des antiquaires. Encore une fois, je me répète, l'antiquaire de famille, c'est une chose qui maintenant n'existe quasiment plus. Alors, moi qui aime bien flâner dans les rues où il y a des antiquaires à Paris, ou d'essayer de trouver un antiquaire quand je me trouve dans une ville de province, je me demande toujours quand même de quoi est faite la journée d'un antiquaire. C'est-à-dire que on les voit généralement assis au fond de leur boutique, qui lisent ou qui écoutent la radio, souvent de la musique, et puis, bon, on se dit, mais on peut, comme ça, vivre en attendant le challenge. Je parle même de vivre économiquement, ou qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez vu votre père antiquaire et qui exerçait cette même fonction, qu'est-ce qu'on fait dans sa journée d'antiquaire? Alors, pour illustrer votre propos, il se trouve qu'effectivement, la vie d'un antiquaire de province, si vous attendez à la boutique que la porte s'ouvre, c'était pas très actif. Donc, moi, mes parents étaient un petit peu un faux exemple, puisque nous, voulant pallier à ça, ils étaient organisés déjà en couple, ce qui était une manière de travailler qui est un petit peu archaïque maintenant. Ma mère s'occupait plus de la boutique. Mon père, lui, courait les adresses, ce qu'on appelait les courtiers, des gens qui faisaient un peu le travail en amont pour lui dans toutes les campagnes, pour essayer de trouver des gens qui avaient des choses à vendre. Et puis après, quand on était à la boutique, effectivement, la porte se poussait pas beaucoup. Donc, beaucoup de lecture, de culture. L'antiquaire est en général quelqu'un souvent de cultivé quand même. Et puis, ils ont monté, pour pallier à ce manque d'activité, ils ont monté justement un atelier d'encadrement et un atelier de restauration de bois doré. Et là, ça a amené une activité quotidienne et permanente, puisqu'il faut surveiller tout ça et pratiquer aussi, parce qu'on met assez facilement la main à la pâte à se retrouver derrière, au lieu de derrière un bureau, on se retrouve derrière un établi, et là les journées deviennent toujours trop courtes. Vous dites les antiquaires, dans le milieu des antiquaires, on est plutôt cultivé. On est cultivé de bouche à oreille, si je puis dire, ou ça se passe comment? Ça se passe comme pour les chiens de berger, où c'est le vieux chien qui instruit par affectio societatis, qui instruit le jeune. Il n'y a pas de formation de chien de berger, ou ça se passe à travers l'université. Alors, je vais reprendre votre métaphore. Ce serait plutôt le chien de chasse que le chien de berger. C'est beaucoup par une espèce de flair, un sens des objets, un sens de la curiosité, et l'antiquaire en fait est riche de ce qui, enfin en tout cas je peux parler pour mon cas, riche de ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que quand vous vous promenez sur une brocante ou dans une vente publique et que vous voyez un objet qui vous parle, mais que vous n'êtes pas forcément capable de dire exactement ce que c'est cet objet-là qui vous attire. Et après, vous cherchez à développer une connaissance sur cet objet, et là, c'est la culture qui vous rattrape, et vous finissez par accumuler un certain nombre de savoirs. Et je dirais, c'est l'élément moteur principal, c'est la curiosité. Et la curiosité dit, au bout d'un certain temps, dit effectivement une culture importante de l'objet. Mais l'objet, il faut avoir un feeling, il faut avoir une attirance pour l'objet ou pour la matière, et qui définit votre goût et vos spécialités après. Mais est-ce que ça vous fait créer ensuite des circuits, des parcours de curiosité, c'est-à-dire sans vous demander des secrets que vous ne pourriez pas nous révéler, mais vous-même, quand vous partez à la recherche, je ne parle pas de ce qui est l'aspect des miroirs dont on parlera tout à l'heure, mais
voulez profiter de ce que vous êtes le premier antiquaire que j'ai l'occasion d'interviewer dans cette émission pour essayer de savoir un peu qu'est-ce que c'est que le parcours d'un antiquaire quand vous avez envie d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose que... qu'est-ce que vous faites? Vous allez aux puces, vous allez chez les confrères, vous êtes installé tout près de l'hôtel des ventes, vous allez à Drouot, vous regardez les catalogues. Alors c'est une des magies de ce métier, c'est qu'il y a 1000 façons de faire le métier en fonction de vos goûts et de vos appétences et de vos compétences. Effectivement, les relations humaines sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que vous créez au fil des années, vous créez un tissu de gens qui vous suivent, avec lesquels vous avez des liens commerciaux et qui finissent au bout d'un moment par vous appeler quand ils ont quelque chose qui est dans votre domaine. Donc le réseau amical est extrêmement important. Puis après, il y a des gens qui ont plus l'habitude de travailler en salle des ventes et qui seront les rois du monde pour dénicher partout dans les ventes publiques, sur les catalogues, l'objet qui a été mal catalogué, mal indiqué, et sur lequel ils vont amener un savoir et une compétence complémentaire. Puis vous avez des gens qui sont beaucoup plus à prendre la route et à aller faire les déballages de brocantes et d'antiquités. Il y a toujours ce qu'on appelle les journées professionnelles en début de salon, là, le jour où on déballe, on appelle ça donc un déballage. Vous avez une journée réservée aux professionnels dans lesquels vous pouvez chiner dans les allées pour essayer de trouver des objets avant que les stands soient bien installés. Et puis après, vous avez des gens qui travaillent plus directement avec les privés qui sont connus pour faire de l'expertise et pour faire ce qu'on appelle des adresses. Il y a 1000 et 1000 manières chacun y amène son caractère et ses compétences. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est les salles des ventes qui se sont multipliées un peu partout et les gens maintenant qui ont des choses à vendre, des successions suite à un décès ou autre, ont très vite tendance à s'adresser au commissaire-priseur plutôt qu'à l'antiquaire qui de la région ou l'antiquaire de famille, je me répète. Et donc, par ricochet, l'antiquaire surveille beaucoup les ventes publiques. Et c'est un des réseaux d'approvisionnement qui a pris le dessus en France. Donc voilà, mais chacun y amène ses compétences. Et après, il y a toujours la magie de... Vous êtes en vacances, il y a une brocante, un déballage, un vide-grenier. Vous vous levez un peu plus tôt ce matin-là et vous allez faire un tour sous les platanes à l'Île-sur-Sorgue ou sous les petits chênes verts en Ardèche et profiter d'un déballage pour essayer de trouver un oiseau rare. Donc voilà, il y a un grand domaine de liberté. Quelle est la relation entre les antiquaires et les commissaires-priseurs? Ils sont comme chien et chat, ils se surveillent, ils se concurrencent, ils se complètent? Je pense qu'à la fin du compte, ils se complètent. La relation est pas forcément merveilleuse. Les compétences sont pas les mêmes. Je dirais un antiquaire a tendance, un mot peut-être un peu trivial, à mouiller sa chemise. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent sur un objet, son argent, pour acheter un objet et donc prendre un risque. Un commissaire-priseur, il y a le mot priseur qui définit bien ce qu'il veut dire, mais il n'y a pas la même implication commerciale. Donc là, il y a une vraie différence entre les deux professions, qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre, mais il y a peut-être cette différence-là qui jouent les uns contre les autres. Mais à la fin du compte, c'est un métier. J'ai tendance à dire que celui qui a raison, c'est l'objet. Et que l'objet a sa vie, qu'elle soit dans une vente publique ou dans les mains d'un antiquaire, dans une galerie, pour finir de toute façon un jour ou l'autre chez un collectionneur, chez quelqu'un qui l'accueillera et dans lequel on pourra dire que cet objet a fini à trouver un berceau et à trouver un endroit où rester tranquille. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de moins en moins d'antiquaires. Est-ce qu'ils sont, pour continuer à exercer leur métier, obligés de se spécialiser? Et si oui, est-ce que c'est une spécialisation relativement large ou est-ce que ça doit être très étroit? Le mot spécialisation veut bien dire ce qu'il veut dire. Je pense que pour les compétences, il faut un peu réduire son champ d'action et effectivement être très compétent sur un domaine
peuvent vous aider à justement être connu et à faire que ces réseaux vous amènent la marchandise vers vous et par compétence. Donc, quand vous êtes au sommet de la pyramide, vous avez tendance à pouvoir récupérer assez facilement des objets et des affaires. Et c'est un moyen d'être connu, c'est un moyen d'accéder à une voie commerciale et à pouvoir réussir dans un domaine. Et c'est vrai que de plus en plus les gens se spécialisent. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes antiquaire et miroitier. Comme antiquaire, votre spécialité? Alors, elle a été double. Elle a été au début par résilience vis-à-vis de ce que j'avais connu dans le Midi chez mes parents, qui était de l'immobilier surtout classique, 17e, 18e. Je m'étais beaucoup intéressé au 20e siècle. Et après, par atavisme, j'avais pas quitté quand même le goût des choses anciennes et du bois doré, et je me suis vraiment beaucoup développé dans tout ce qui était cadre ancien et miroir en bois doré. Nous allons donc développer cet aspect de votre activité, mais pour le moment, je vous propose que nous en terminions pour aujourd'hui et que nous nous donnions rendez-vous la semaine prochaine.